Bonjour, chers tous. Je pense que je dois tout d'abord dire merci au réseau des médecins d'Afrique pour cette occasion que ce réseau m'offre ce matin de partager mon expérience en ce qui concerne l'imagerie cérébrale par résonance magnétique et l'hypertension artérielle. Je tiens également à remercier tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. En général, lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, beaucoup ne voient pas ce qu'un radiologue peut jouer ou quel est le rôle d'un radiologue. Aujourd'hui, j'ai envie ou je pense partager avec les participants une information, une communication, beaucoup plus dans le cadre d'une éducation pour que nous puissions mieux prendre en charge nos patients hypertendus. Il ne s'agit pas vraiment d'un enseignement post-universitaire comme on le dit généralement, mais beaucoup plus une conférence de partage d'expérience. Pour le faire, nous allons d'abord commencer par la problématique. Il faut d'abord que tout le monde sache que le radiologue reste un acteur de la santé publique. Et si le radiologue est un acteur de santé publique, c'est qu'il doit mener une action collective de façon concertée afin d'assainir notre milieu, et ceci en collaboration avec tous. Le radiologue également doit participer à la prévention des maladies et le radiologue doit participer à prolonger des vies, améliorer la santé et la vitalité mentale et physique de nos patients. La radiologie comme science reste une question sociale parce que pour le radiologue, chaque maladie a son histoire et chaque maladie a son influence sur la société. Pour le radiologue également, il existe un rapport entre les maladies et les différentes catégories de la population. L'hypertension artérielle chez un patient qui gagne moins de 100 francs CFA par jour et l'hypertension artérielle chez un patient qui gagne 1 million de francs CFA par jour, le radiologue peut être confronté à ces deux histoires et il doit savoir comment travailler. Chaque pays a sa politique sanitaire. Cela signifie que la politique sanitaire du Togo n'est pas obligatoirement celle du Bénin, ni celle du Burkina Faso, ni celle de la Côte d'Ivoire ou celle de la République démocratique du Congo. Donc, chaque radiologue doit savoir vers où il va en ce qui concerne sa politique nationale. Et par rapport à cela, il se posera la question. En imagerie cérébrale, est-ce que c'est l'IRM qu'il doit considérer comme la référence ou autre technique d'imagerie? Je pense qu'à la fin de mon exposé, chacun d'entre nous essaiera de trouver une réponse à cette première interrogation. La deuxième inquiétude reste le contexte de la définition de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle étant définie comme étant une élévation de la pression artérielle par rapport à une tension qui était connue. Vous comprenez bien que dans nos populations, la plupart des patients n'ont pas des chiffres tensionnels connus. Donc, on la découvre déjà avec des chiffres élevés. Est-ce que cette hypertension artérielle évolue depuis 1 an, évolue-t-elle depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans? Les questions restent posées parce qu'on ne sait pas où on est, où on en est et qu'est-ce qu'il faut en faire. Pour cela, j'ai pu faire une capture d'écran sur le site de l'Organisation mondiale de la santé qui disait en 2025 qu'on estime à 1,4 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans dans le monde qui souffrent de cette affection en 2024 et que 33%, c'est-à-dire le tiers de cette population, avait une tranche d'âge de 30 ans environ, 30 à 50 ans environ. Il faut également savoir que pour l'OMS, on estime que l'hypertension artérielle est ignorée par près de la moitié de la population et que près du quart de la population qu'on est hypertendue ont un traitement qui n'est pas du tout rassuré. Donc, ça veut dire que l'hypertension artérielle est mal diagnostiquée, elle est mal prise en charge et elle est également méconnue de nos populations. Si je prends cette diapositive, vous comprendrez vraiment la place de l'IRM dans la prise en charge de cette affection. Notre contexte africain également a sa particularité du fait que cette hypertension artérielle est plus fréquente chez le sujet noir et qu'elle est précoce également chez le sujet noir.
Cette hypertension également est plus sévère chez le sujet noir et elle se découvre souvent avec une grande incidence de complications. Les complications doivent être à la fois recherchées au niveau de l'encéphale comme au niveau des autres organes. Il est décrit dans la littérature de multiples facteurs environnementaux favorisant la survenue fréquente de cette hypertension artérielle chez le sujet noir, comme nos conditions de vie, l'accès limité aux soins, la sédentarité et surtout l'alimentation riche en sel. Dans notre contexte, vu tout ce que je viens de dire, il faudra adapter le traitement. Il est important de protéger certains organes et il faut également surveiller les patients, d'où un suivi régulier. Ceci est essentiel pour ajuster le traitement en fonction des besoins individuels. Il faut également savoir, en ce qui concerne les atteintes cérébrales, qu'il existe la maladie des petites artères. Ces petites artères cérébrales, lorsqu'elles sont atteintes, peuvent expliquer certains accidents vasculaires, les lacunes ou les atteintes hémorragiques sont responsables des atteintes cérébrales chroniques observées chez le patient. On peut également avoir une atteinte progressive du paradigme cérébral qui est à l'origine des troubles de l'équilibre, du déclin cognitif vasculaire avec une atteinte préférentielle des fonctions exécutives. Vous comprenez que la qualité de vie des patients est altérée, d'où la nécessité de les découvrir pour mieux les prendre en charge. Ainsi, nous nous posons 4 groupes de questions. Lorsque nous découvrons l'hypertension artérielle, est-ce qu'il faut confier le patient à un neurologue? Est-ce qu'il faut faire une imagerie cérébrale basée sur l'imagerie par résonance magnétique? Lorsque nous découvrons une hypertension artérielle maligne, est-ce qu'il faudra confier le patient également à un neurologue ou ne pas le faire, réaliser une imagerie par résonance magnétique ou pas? Et lorsque nous découvrons une hypertension artérielle devant un accident vasculaire cérébral, la consultation neurologique s'impose. L'IRM doit être tel systématique ou pas, et lorsque nous découvrons les anomalies à l'imagerie par résonance magnétique cérébrale, est-ce qu'il ne faut-il pas évoquer des atteintes liées à l'hypertension artérielle et confier le patient au neurologue et au cardiologue? Voici les 4 principales questions que nous nous posons, en sachant bien sûr que l'imagerie par résonance magnétique est un équipement lourd. Cet équipement lourd qui nécessite généralement un haut champ magnétique pour avoir des belles images afin de pouvoir interpréter. Pour avoir de belles images, comme je l'ai dit, il faut un champ spécifique. Ce champ spécifique qui est généralement rare en Afrique, et si on a la chance d'en disposer, il faudra en profiter pour avoir une meilleure qualité des images et rechercher quoi? Ce qu'il faut rechercher, c'est de rechercher le noir dans le blanc ou du blanc dans le noir. Vous comprenez bien que pour voir le noir dans le blanc, lorsque vous avez un bon contraste, ceci vous permettra de mieux vous identifier le blanc dans le noir ou le noir dans le blanc. Ici, il s'agit d'une séquence flair. Cette séquence flair permet de supprimer ce que nous appelons le liquide céphalo-rachidien. Et dans la substance blanche qui est noire ici, on peut détecter des lésions soit en blanc, c'est-à-dire en hypersignal, ou des lésions en noir, en hyposignal, bien contrastées, permettant d'orienter vers une atteinte cérébrale liée à l'hypertension artérielle. Nous avons ici une séquence dite une séquence T2 étoile, c'est une séquence de sensibilité magnétique, c'est-à-dire que c'est une séquence qui permet de rechercher du fer ou du calcium. Donc, lorsque nous avons cette séquence où vous voyez les images sont presque blanches, lorsque nous avons du fer ou des calcifications, ce fer ou ces calcifications vont apparaître en hyposignal, c'est-à-dire noir, et on va mieux les voir et pouvoir orienter vers une atteinte cérébrale en rapport avec l'hypertension artérielle. Dans ce contexte, l'imagerie par résonance magnétique pourrait se fixer 5 principaux objectifs. Le premier étant de détecter les microsaignements liés à l'hypertension artérielle. Deuxième objectif, de détecter les anomalies de la substance blanche liées à l'hypertension artérielle. Troisième objectif, de détecter les lacunes et les lésions anciennes d'accidents vasculaires cérébraux liées à l'hypertension artérielle. Et en quatrième objectif, détecter et caractériser les accidents vasculaires cérébraux liés à l'hypertension artérielle. Et à la fin, être en mesure d'adapter le traitement et de mettre une surveillance de l'évolution de l'hypertension artérielle en utilisant l'imagerie par résonance magnétique. Après cette longue introduction, le sommaire de mon propos va consister
ainsi à illustrer par des images, par quelques explications, comment nous pouvons détecter des micro-saignements liés à l'hypertension artérielle. Ensuite, comment nous pouvons détecter des anomalies de la substance blanche liées à l'hypertension artérielle, détecter les lacunes et les lésions anciennes d'accidents vasculaires cérébraux, détecter et caractériser les accidents vasculaires cérébraux liés à l'hypertension artérielle, et enfin, voir comment nous pouvons adapter le traitement et surveiller les lésions liées à l'hypertension artérielle. Comment détecter les microsaignements liés à l'hypertension artérielle? Les microsaignements liés à l'hypertension artérielle sont des effractions de sang dans le parenchyme cérébral et qui se présentent sous forme de lésions rondes de 2 à 5 mm qui sont homogènes et hypo-intenses, c'est-à-dire noires en imagerie par susceptibilité magnétique, c'est-à-dire les séquences en pondération T2 étoile que j'avais montré précédemment. Ces lésions ne sont pas visibles au scanner. Lorsqu'on les observe, ils ont une topographie préférentielle au niveau des ganglions de la base, au niveau du tronc cérébral et au niveau du cervelet. Ceci oriente vers leur étiologie ou leur origine en rapport avec l'hypertension artérielle. Il faut savoir que lorsque ces lésions sont observées, on a une association à un risque hémorragique très élevé et également il y a un risque élevé que le patient fasse un accident vasculaire ischémique. Ces microbits ne sont pas spécifiques à l'hypertension artérielle, ils peuvent être également liés à une angiopathie amyloïde. Dans ce cas, la topographie est différente. Nous illustrons ici des images en séquence en pondération T2 étoile où vous observez ces images ou ces zones hypo-intenses, c'est-à-dire noires, ponctiformes, arrondies, au niveau des noyaux gris centraux qui sont en rapport avec des microsaignements liés à l'hypertension artérielle. Chez ce second patient également, vous pouvez observer ces zones en hyposignal T2 étoile, ponctiformes, arrondies, bien limitées, en rapport avec des microsaignements liés à l'hypertension artérielle. On peut également détecter des anomalies de la substance blanche liées à l'hypertension artérielle. Cette détection peut s'expliquer par le fait qu'on a un mélange hétérogène de démyélinisation, de micro-infarctus et de la perte axonale, et ces éléments vont être à l'origine des hypersignaux en séquence T2 et des hypersignaux également en séquence FLAIR. Ces lésions peuvent siéger à plusieurs niveaux, soit en sous-cortical ou en périventriculaire. Le terme de leucoariose ou de leucopathie vasculaire est souvent utilisé pour décrire ces anomalies. La présence de ces anomalies de la substance blanche associée au risque de multiplier par 3 voire 4 de survenir d'un accident vasculaire cérébral, ischémique ou hémorragie, et également il augmente le risque de survenir de la démence, mais aussi le risque accru de troubles de l'équilibre et des troubles urinaires chez l'hypertendu. Vous comprenez bien que l'hypertension artérielle peut se compliquer de ces troubles neurologiques et en réalisant cette IRM, on peut au fait détecter très tôt et ralentir l'évolution vers ces atteintes neurologiques. Sur cette image en pondération T2 FLAIR, nous pouvons identifier clairement des zones blanches, c'est-à-dire en hypersignal, tout autour des ventricules latéraux, et nous avons également des zones en hypersignalis, c'est-à-dire blanches, de la substance blanche profonde, qui explique une atteinte de la substance blanche périventriculaire et sous-corticale en rapport avec une hypertension artérielle. C'est les mêmes images qui sont observées chez ce patient également. Et également chez celui-ci, vous avez des zones beaucoup plus étendues de cette atteinte en hypersignal de la substance blanche périventriculaire et sous-corticale en rapport avec l'hypertension artérielle. Vous comprenez bien que les atteintes de cette substance blanche est variable et alors peut être classée, c'est-à-dire peut être étudiée de façon évolutive pour pouvoir permettre de surveiller les patients. Ainsi, un score a été établi par Fazegas pour mieux étudier ces hypersignaux T2 observés tout autour, soit des ventricules latéraux ou tout autour de la substance ou dans la substance blanche profonde. Lorsque les lésions sont au niveau de la substance blanche périventriculaire et qu'on ne trouve aucun hypersignal, on donne alors 0 comme score. Lorsque on ne voit que des images ponctuformes ou fines tout autour des ventricules, on donne le score 1
Et lorsque ces hypersignaux se présentent sous forme d'un simple halo tout autour des ventricules latéraux, on donnera le score 2. Et lorsqu'on a une atteinte extensive à la substance blanche profonde, on pourra dire qu'il s'agit de score de phase gaz de type 3. Lorsque les anomalies de la substance blanche intéressent la substance blanche plutôt profonde que périventriculaire, la même classification est utilisée, mais la différence se situe au niveau du point 2 où les lésions sont confluentes, débutantes, et lorsque les lésions sont multiples et confluentes, on donnera le score 3. Ici, quelques images pour illustrer ce dont je viens de parler. Donc, nous avons un patient à qui on va donner le score 0 parce qu'il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'hypersignaux tout autour des ventricules latéraux. Là, on nous donnera le score 1 parce que nous avons des images sous forme d'hypersignaux ponctuiformes, parfois linéaires, tout autour des ventricules latéraux. Là, nous avons des hypersignaux, c'est-à-dire que des os en blanc qui prennent la forme d'un halo tout autour des ventricules latéraux. Donc, le patient est classé phase gaz 2. Ici, nous avons des lésions qui commencent par s'étendre à la substance blanche sous-corticale chez ce patient. Donc, il s'agit des lésions extensives, donc classées 3 de phase gaz. Ici, il s'agit des lésions en hypersignaux observées dans la substance blanche profonde, c'est-à-dire la substance blanche sous-corticale, mais avec un aspect ponctuiforme, donc classé score 1. Ici, il s'agit des lésions qui ont une allure confluente, mais toujours dans la substance blanche profonde, donc classée stade 2. Et là, nous avons de multiples zones confluentes en plage de la substance blanche profonde, classée alors stade 3. Vous voyez bien que les atteintes de la substance blanche peuvent être classées et peuvent nous permettre alors de surveiller nos patients. La détection des lacunes et des stigmates de lésions anciennes d'AVC liées à l'hypertension artérielle, et ces atteintes se présentent sous forme de trous ovoïdes qui peuvent être de sièges sous-corticaux de 3 à 15 mm de diamètre, correspondant à une ancienne petite lésion ischémique ou hémorragique profonde dans le territoire d'une artère perforante qui est remplie de liquide spalo-rachidien. En imagerie par résonance magnétique, les lésions vont apparaître sous forme d'hyposignalité 1 et hyposignalité de fer, pouvant être entourés parfois d'une couronne hyper intense hantée de flair. 3 types de lacunes peuvent être décrites. Les lacunes de type 1 sont des lacunes ischémiques ou infarctus lacunaires qui ont généralement des contours irréguliers. Les lacunes de type 2 sont des lacunes hémorragiques qui ont également des contours irréguliers. Et les lacunes de type 3 qui correspondent à une dilatation des espaces périvasculaires de Virchow et qui ont des contours réguliers. Mais ce qu'il faut connaître ou retenir, que ce soit des lacunes hémorragiques, des lacunes ischémiques ou une dilatation des espaces périvasculaires de Virchow, nous n'avons pas besoin de cette précision car, quelle que soit les types d'atteinte, ils constituent des lésions, des stigmates qui traduisent des atteintes ischémiques chroniques ou des atteintes hémorragiques chroniques de l'encéphale. Donc, une hypertension artérielle évoluée. La présence des lacunes augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et le risque de démence. Et ce risque est doublé dans les deux situations. Lorsque vous avez des lacunes, ces lacunes sont souvent associées au risque de survenue de troubles de la marche et de l'équilibre chez le patient. Donc, la présence de ces lacunes doit amener à prendre une attitude en orientant le patient systématiquement vers un neurologue pour pouvoir ralentir l'évolution de cette pathologie. Nous avons déjà expliqué ces diapositives qui nous permettent de surveiller les patients lorsque nous avons une atteinte de la substance blanche périventriculaire ou de l'atteinte de la substance blanche profonde. Les lacunes et ces atteintes s'expliquent généralement par l'atteinte du système des artères cérébrales appelées les artères perforantes que nous avons essayé d'illustrer par ces images lors d'une artériographie. Il est également nécessaire de détecter et de caractériser les accidents vasculaires cérébraux qui sont liés à l'hypertension artérielle. En ce qui concerne la détection des manifestations hémorragiques liées à l'hypertension artérielle, il faut savoir que dans les pays occidentaux, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ne représentent que 15% des accidents vasculaires cérébraux. Alors que dans nos pays en développement,
on va jusqu'à 50% des atteintes hémorragiques par rapport aux atteintes ischémiques. Il s'agit des maladies des petites artères cérébrales liées essentiellement à l'hypertension artérielle, responsable à elle seule de 2/3 des accidents vasculaires hémorragiques observés dans nos pays. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer l'origine de l'hypertension chez ces patients? Il s'agit de mettre en évidence ce gros hématome qui apparaît ici en hyposignal TT étoile et qui a une topographie profonde comme illustré ici, c'est-à-dire au niveau des noyaux gris-centraux. Il faudra également observer d'autres atteintes sous forme de micro-saignements et la présence de micro-saignements tout autour des noyaux gris-centraux permet également de confirmer l'origine hypertensive de ce hématome survenu chez ce patient très jeune. La détection des manifestations ischémiques liées à l'hypertension artérielle, il faut savoir que l'hypertension artérielle constitue un facteur de risque connu de l'athérosclérose et des cardiopathies emboligènes. De ce fait, vous comprenez que l'accident vasculaire cérébral ischémique en rapport avec l'hypertension artérielle ne pourra pas avoir une spécificité, étant donné qu'il peut être à la fois lié à l'athérosclérose comme à la cardiopathie emboligène. Il faut également savoir que la maladie des petites artères cérébrales peut expliquer certaines atteintes ischémiques. Mais ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est que l'antécédent d'hypertension artérielle et la présence d'une hypertension artérielle élevée à la phase aiguë d'un accident vasculaire ischémique augmente le risque, c'est-à-dire constitue un élément de mauvais pronostic de cet accident vasculaire ischémique chez ce patient vu au stade aigu. J'ai bien dit qu'il n'y a pas de spécificité en ce qui concerne ces atteintes ischémiques. Donc, vous voyez ici une atteinte ischémique en hypersignal, flair qui intéresse le territoire de l'artère cérébrale moyenne chez un sujet jeune qui est observé très tôt. Par contre, vous voyez ici cette séquence de diffusion où elle est en hypersignal et vous voyez sur la séquence de flair où l'image est pratiquement normale, traduisant que le patient est vu très tôt, c'est-à-dire moins de 4 heures, pouvant permettre, lorsque vous êtes disposé, de réaliser une thrombolyse et permettre au patient de récupérer presque à 100% de son accident vasculaire ischémique. La détection des lésions de l'échoencéphalopathie postérieure réversible liée à l'hypertension artérielle est également essentielle lorsqu'une imagerie par résonance magnétique est réalisée. Il s'agit d'une entité qui est bien connue et elle est responsable de la cécité corticale, mais réversible lorsqu'on y pense, liée à l'hypertension artérielle. Il s'agit d'une lésion qui nécessite un diagnostic précoce, ainsi afin d'améliorer la prise en charge de ce patient et d'éviter les séquelles définitives telles que la cécité. Comment survient au fait cette encéphalopathie? Cette encéphalopathie survient dans tous les cas lorsqu'il y a une augmentation de la pression artérielle. Dans nos situations, il s'agit d'un patient avec une poussée aiguë, isolée d'hypertension artérielle, ou il peut s'agir d'une situation dans laquelle la plus fréquente chez nos femmes enceintes dans nos milieux, c'est-à-dire dans un tableau de pré-éclampsie. D'autres situations ont commencé par naître dans nos pays, c'est-à-dire avec l'utilisation de drogues par voie intraveineuse chez les sujets, chez les adolescents, et pourquoi pas chez les adultes. Il faudra également penser à ces atteintes lorsque vous avez des manifestations et pouvoir apporter une prise en charge en réalisant une IRM si possible et pouvoir mettre en évidence les lésions réversibles et améliorer et éviter plutôt la survenue des lésions irréversibles. Chez ce patient, on peut mettre en évidence des zones en hypersignal cortico-sous-cortical, de topographie postérieure et bipariétale presque symétrique. Comme le patient a été vu très tôt, le traitement a été mis en place. Ceci a permis de faire une IRM de contrôle et on a obtenu des images de contrôle où les images en hypersignal occipital et de ces hypariétales ont tous régressé et sur le plan clinique, le patient avait récupéré à 100%. Voilà un exemple de l'utilité de l'IRM dans la réalisation, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Comment alors pouvons-nous procéder pour adapter le traitement et surveiller nos patients? Pour le faire, nous allons utiliser des exemples. Comment faire alors? Vous avez un patient qui vient initialement pour une hypertension artérielle et qui a eu la chance de réaliser une séquence d'IRM avec une pondération T2 étoile
et qui n'avait pas de zone noire, c'est-à-dire en hyposignal punctiforme, et qui revient 6 mois ou 1 an après, et constater sur ces IRM des zones en hyposignal T2 étoile, cela signifie clairement que le traitement doit être adapté. Adapté pourquoi? Parce que ce patient n'avait pas de microsaignements et il est revenu avec des microsaignements. Le patient est à revoir si c'était une monothérapie ou c'était une bithérapie, ou carrément il faut s'assurer que le patient respecte vraiment la prise de ces médicaments. Également, lorsque le patient est vu comme chez celui-ci très tôt et il avait pu réaliser une IRM initiale où on a constaté qu'il n'avait pas de zone en hypersignal de la substance blanche périventriculaire ou de la substance blanche profonde, 12 mois plus tard, une IRM est réalisée, on constate qu'il commence par apparaître des zones en hypersignal ponctiformes tout autour des ventricules latéraux. Vous comprenez bien que malgré son traitement, ça veut dire que le traitement doit être adapté parce que ce traitement n'est pas efficace. Il faut revoir les molécules ou l'association thérapeutique ou s'assurer vraiment que le patient prend correctement ses médicaments. La même chose a été observée chez ce patient, vu 12 mois plus tard, où nous avons des hypersignaux ponctiformes, cette fois-ci de la substance blanche profonde, traduisant une mauvaise prise de médicaments chez ce patient. J'ai parlé de retenir l'atteinte des artères perforantes. Nous pouvons dire, en conclusion, que la santé publique est également un sujet des radiologues. L'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire cérébrale des atteintes liées à l'hypertension artérielle, vous comprenez à travers cet exposé que c'est une technique qui peut être utilisée pour mettre en évidence les lésions évolutives afin de les stopper et améliorer le pronostic de l'hypertension artérielle et également permettre de surveiller le traitement, c'est-à-dire proposer une adaptation de ce traitement. La surveillance de l'évolution de l'hypertension artérielle en utilisant cette technique, je vous ai dit que le radiologue reste un sociologue et le radiologue reste un élément de la santé publique. Ça veut dire que nous devons tenir compte de notre environnement, nous devons tenir compte de l'approche auprès de nos patients. Ceci toujours avec comme en esprit l'amélioration de la qualité de vie des patients. Je vais terminer mes propos en vous montrant quelques cas cliniques observés lors de la semaine dernière chez des patients hypertendus. Là, il s'agit d'un sujet très jeune parce qu'il n'a que 34 ans, qui avait une hypertension artérielle, avec la collaboration d'un collègue qui a découvert cette hypertension artérielle. Une IRM cérébrale lui a été proposée, compte tenu du fait il était capable de le faire, ce qui nous a permis de mettre en évidence des hypersignaux punctiformes de la substance blanche profonde. Donc, il s'agit d'une HTA découverte récemment, mais chez ce patient, cette HTA traduit que le patient en souffrait depuis plusieurs mois ou voire depuis plusieurs années. Nous avons également dit que sa présence de ces éléments augmente le risque de survenir d'accident vasculaire ischémique comme le risque de survenir de l'accident vasculaire hémorragique. Donc, une meilleure prise en charge est à proposer et le patient doit obligatoirement voir un neurologue. Également, chez ce sujet de 54 ans, également, qui présente une hypertension artérielle, on a pu mettre en évidence 2 types de lésions de la substance blanche, c'est-à-dire une atteinte périventriculaire et une atteinte de la substance blanche profonde. Donc, il s'agit d'un patient qui a des lésions très évoluées, alors que sur le plan neurologique, il ne signale rien et que l'hypertension artérielle vient d'être découverte. D'où la nécessité de le confier à un neurologue pour améliorer sa qualité de vie. Bien sûr, le cardiologue fera son travail et on va continuer à suivre les autres organes. Nous proposons également cette femme très jeune de 45 ans qui avait déjà des lacunes sous forme de zone en hyposignal entre des plages d'un liséré en hypersignal périphérique en séquence claire et qui avait également des hypersignaux de la substance blanche profonde et des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire en rapport avec une hypertension artérielle qui évolue depuis plusieurs années. Le risque d'AVC est augmenté, le risque de la détérioration de la qualité de vie du patient est également mis en jeu, pour la nécessité de cette IRM que nous avons pu observer chez ce patient. Nous voulons vous montrer également chez ce patient de 43 ans, chez qui nous avons observé la semaine dernière un hyposignal T2, un hyposignal T2 étoile punctiforme qui traduit un microsaignement chez ce jeune patient de 43 ans présentant une hypertension artérielle. Chez cette patiente de 51 ans, vous voyez les plages d'hypersignaux
périventriculaire qui s'étendent à l'absence blanche profonde, traduisant une HTA pas du tout maîtrisée. Vous pouvez avoir parfois une association de lésions. Ici, nous avons un patient de 55 ans qui présente des lacunes, de multiples lacunes, qui traduit l'existence déjà de lésions vasculaires anciennes. Donc, cela veut dire que ce patient, dans très peu de temps, si on ne fait pas attention, fera un AVC ou hémorragique ou ischémique en rapport avec l'hypertension artérielle, d'où la nécessité de sa prise en charge. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je termine en disant être attentif au stress, c'est être à l'écoute de son corps et de son esprit en adoptant des stratégies pour préserver sa santé et son bien-être. Merci pour votre aimable attention. Merci infiniment, professeur, pour cette présentation remarquable, à la fois riche sur le plan scientifique et d'une grande valeur pédagogique. Nous ouvrons à présent la section de questions-réponses. Pour intervenir, nous vous invitons à lever la main. Une fois la parole accordée, merci de vous présenter brièvement avant de formuler votre question ou votre contribution afin que nous puissions mieux vous connaître. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir baisser la main à la fin de votre intervention afin de faciliter la fluidité des échanges. Merci. Professeur, dans la discussion, nous avons beaucoup plus des remerciements par rapport à la pédagogie de la présentation. Donc, nous avons une main levée, celle de Monsieur Ali. Bonjour, Monsieur Ali, nous espérons que vous allez bien. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Ali. Oui, bonjour, Dr Gas. Merci pour la parole. Bonjour à l'équipe REMA et merci vraiment pour ces enseignements de qualité. Et chaque semaine, vous faites en sorte que, bon, on arrive à se connecter, suivre, être en actualité. Et vous invitez des éminents professeurs qui font des présentations vraiment académiques qui peut nous aider, même si tu n'es pas dans la spécialité ou bien dans le domaine de la radio, vraiment, on arrive à apprendre beaucoup de choses. Donc, sur ce, je remercie le professeur pour sa brillante présentation. Moi, je m'appelle Dr Ali, je suis DS Pneumo. Vraiment, j'ai beaucoup appris dans cette présentation. Ma question était, est-ce que c'est systématique chez tous les patients hypertendus de demander l'IRM cérébral? Également, vu notre contexte, que beaucoup de nos patients sont dominés, est-ce que la différence entre la TDM cérébrale et l'IRM cérébral, est-ce que la TDM n'est pas prioritaire par rapport à l'IRM? C'est juste quelques préoccupations. Merci beaucoup. Merci, docteur Ali, pour vos questions et merci pour tout ce que vous aviez eu à dire. Professeur, je ne sais pas, est-ce que vous préférez qu'on prenne un lot de questions ou qu'on réponde au fur et à mesure? Vous pouvez prendre un lot de questions, je crois, c'est mieux. D'accord, professeur. Alors, nous avons une deuxième main levée, mais avant de passer la parole à monsieur ou madame Akbonon, nous avons une préoccupation du docteur Choubou dans la discussion qui est: pensez-vous que l'IRM cérébral pourrait devenir un outil de suivi régulier chez certains patients hypertendus pour prévenir les complications neurologiques silencieuses? Et une autre préoccupation de monsieur Etienne: à quelle valeur de la tension artérielle doit-on recommander un IRM? Professeur, nous allons prendre en dernière position la préoccupation de madame Sarah.
L'IRM encéphalique est-elle indiquée dans le suivi des patients sans risque, sans signes neurologiques? Pour l'instant, je pense que nous pouvons répondre à ce lot de 5 questions. Merci, merci, merci. Merci. Merci parce que Merci. je suis vraiment honoré. J'ai vu que beaucoup se sont intéressés à ma présentation et je les remercie pour cela. Pour nous, enseignants, ce que nous souhaitons, c'est que nos messages soient bien compris pour ne pas être utilisés d'une manière qui n'est pas celle qu'on aurait souhaité. J'ai fait une longue introduction, très longue introduction, dans laquelle j'ai posé 2 situations. La première situation, c'était notre contexte. Dans quel contexte j'ai pris la parole? J'ai pris la parole et dans ma première diapositive, j'ai dit le radiologue est un acteur de santé publique. En tant qu'acteur de santé publique, ça veut dire que nous ne devons rien faire de façon isolée, nous devons tout faire de façon collective. De façon collective, c'est-à-dire avec les autres acteurs. Cela veut dire que si nous devons adopter une attitude, cette attitude doit être celle acceptée par tous. Donc, l'information, c'est que l'IRM nous permet de savoir si un patient qui n'a que des chiffres élevés, qui n'a que les signes élevés, qu'il peut avoir des atteintes cérébrales, mais silencieuses. Mais que ces atteintes cérébrales augmentent le risque des survenus d'accidents vasculaires cérébraux et augmentent le risque de la détérioration de ces. Ça, c'est l'information capitale. Mais qu'on sache que le radiologue doit le faire, c'est-à-dire avec tous les autres. Si je suis au Bénin, il faudra que le radiologue du Bénin s'entende avec le cardiologue du Bénin, il s'entende avec le neurologue du Bénin, qu'il s'entende avec la politique nationale du Bénin pour voir comment ils peuvent intégrer l'IRM cas par cas pour pouvoir gérer les patients. Deuxième situation, c'est le fait que j'ai parlé du radiologue qui était un sociologue. Sociologue, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous travaillons avec notre environnement. Nous sommes dans des pays où il y a des gens qui gagnent moins de 100 francs CFA par jour et d'autres gagnent plus de 100 millions de CFA par jour ou voire plus. Donc, ça veut dire nous avons des catégories différentes de patients. Chaque fois que nous devons raisonner, il faut se demander, nous avons affaire à qui? Si nous avons affaire à quelqu'un qui peut se faire prendre en charge, il faut le faire. Et je vous avais dit également, dans cette histoire de sociologie, que nous avons des IRM. Et ces IRM, normalement, c'est pour avoir un bon contraste. Mais en Afrique, la plupart des champs d'IRM que nous avons ne donnent pas les meilleurs contrastes comme il le faut. Donc, faut-il lui demander l'IRM alors que nous sachons que cet IRM ne peut pas à coup sûr nous donner des réponses. En ce moment, le radiologue va sortir sa philosophie, sa sociologie pour pouvoir dire à son équipe, c'est-à-dire que l'équipe de médecins avec les autres acteurs de santé publique avec lesquels ils travaillent pour pouvoir satisfaire. Je fais cette introduction encore pour pouvoir répondre maintenant les questions en disant, premièrement, est-ce que l'IRM encéphalique peut être réalisé chez un patient sans hypertendu, sans aucun signe neurologique? Je dis oui. Oui, si le patient dispose des moyens ou votre politique nationale dispose d'une prise en charge permettant de le faire. Deuxième question, à partir de quel chiffre tensionnel faut-il proposer une IRM cérébrale à un patient? À partir de quel chiffre tensionnel, je dis, il n'y a pas de chiffre tensionnel à proposer. Quand vous découvrez une patient qui a une hypertension artérielle, référez-vous à la réponse que je viens de donner, c'est qu'il peut avoir des atteintes silencieuses encéphaliques, mais qui augmentent le risque de complications ou de risque d'atteinte neurologique, que ce soit neurologique ou d'atteinte. Le risque d'accident vasculaire cérébraux. Une question m'a été également posée pour savoir entre le scanner, c'est-à-dire la tomodensitométrie, et l'IRM, laquelle des méthodes faut-il utiliser pour la surveillance de l'hypertension artérielle. Vous avez vu comment j'ai montré les atteintes liées à l'hypertension artérielle sous forme de microsaignements. J'ai dit que ces microsaignements ne sont pas visibles à la tomodensitométrie. Je vous ai montré également l'évolution de la teinte de la substance blanche. Vous avez vu les petits hypersignaux tout autour de la substance blanche périventriculaire ou profonde. Certaines de ces anomalies peuvent ne pas être vues au fait à la tomodensitométrie.
Donc, la tomodensité ne pouvait pas être un élément de surveillance de l'hypertension artérielle. L'IRM cérébral peut être utilisé pour un suivi régulier. Je reviens à la réponse que j'ai donnée en ce qui concerne le rôle de radiologue en tant qu'acteur de santé publique et en tant que sociologue pour répondre à cette question. On doit traiter les patients cas par cas et selon nos pays et selon nos politiques nationales. Et je crois que j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Si j'ai oublié certaines questions, veuillez me les rappeler et je vais essayer d'apporter quelques explications. Merci. Merci infiniment, professeur, pour toutes ces réponses. Nous allons à présent passer la parole à monsieur ou madame Akono. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Oui, allô? Bonjour à tous. Bonjour, madame Akono. Bonjour. Moi, c'est Madame Akuna. Je suis médecin radiologue. Je remercie notre maître pour cette brillante présentation qui était claire et bien compréhensible. Mais j'aimerais soulever le souci de la conservation des images antérieures des examens réalisés par les patients. Parce que dans sa présentation, il nous a parlé de la comparaison M0, M12 pour pouvoir voir l'évolution des images à l'IRM. Comment faire pour conserver ces images? Les patients ne réalisent pas toujours les examens chez nous, dans le centre où on est, et parfois, ils n'arrivent pas à garder les images. Est-ce qu'on pourrait voir avec c'est une suggestion, hein, avec les cardiologues ou les référents, comment avoir ces images de base? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Merci. Merci, madame Akono, pour votre question, votre préoccupation. Nous allons passer la parole au docteur Ali Traoré. Bonjour, docteur, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Docteur Ali, vous êtes là? Bon. En attendant, nous allons prendre quelques questions dans la discussion, professeur. Nous avons docteur Charles Lebon qui dit, dans la pratique clinique, comment l'IRM aide-t-elle à différencier un AVC ischémique d'un AVC hémorragique chez un patient hypertendu? Ensuite, nous avons docteur Amadine qui dit, bonjour professeur. À défaut de l'IRM, pourrions-nous faire la TDM vu les difficultés du patient et la disponibilité de l'IRM en Afrique? Et madame Yasmina Olamide, sur quel élément faut-il poser le diagnostic d'angiopathie amyloïde à l'IRM, professeur? Et professeur, je pense que nous pouvons répondre à ce lot de questions si vous le permettez. Oui, je peux répondre aux questions. Je commence par la première question, c'est-à-dire la première inquiétude qui est l'inquiétude du docteur Akpona. La conservation des images. J'ai dit au fait que mon exposé est beaucoup plus un exposé sous forme d'information et d'éducation parce que le radiologue doit travailler avec les autres. Et comme nous devons travailler avec les autres, je veux qu'à travers cette réunion ou cet exposé, que dans chaque ville, que dans chaque capitale ou dans chaque pays, nous essayons de voir dans notre ville, dans notre capitale ou dans notre pays, qu'est-ce que nous pouvons ensemble faire avec les autres. Ça veut dire que je ne peux pas savoir ce qui se passe à 500 km de moi, à 200 km de moi, mais chaque acteur doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire que si vous avez un réseau qui vous permet de stocker les images et de pouvoir les comparer, c'est bien. Mais le problème, c'est que le malade réalise l'examen ailleurs et il revient ailleurs pour faire le deuxième examen. Comment vous allez faire pour travailler? Donc, si le cardiologue ou le neurologue ou le médecin généraliste qui avait demandé l'examen initialement, c'est qu'il faut faire une comparaison, il va demander un CD ou une clé et demander au radiologue qui va faire le deuxième examen de le comparer.
Donc, tout dépendra de notre organisation. Tout dépendra de nous-mêmes, comment nous allons nous organiser pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Je souhaite que des groupes de prise en charge d'hypertension artérielle soient créés dans chaque ville, dans chaque capitale, et pourquoi pas dans chaque pays, pour pouvoir mieux surveiller cette maladie. Je sais que le docteur Apouna, que je connais très bien, ne sera pas satisfait de ma réponse, mais je vais donner une réponse de façon générale pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler. Deuxième question, je crois que on voulait savoir si on peut faire la différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique lié à l'hypertension artérielle. Et de mon point de vue, j'avais montré des images, mais franchement, l'exposé n'avait pas pour but d'enseigner les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Si je prends l'exposé comme ça, je ne pourrais pas faire passer mon message. Mais ce que je peux vous dire que les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques, que ce soit au scanner ou à l'IRM, ne se présentent pas de la même façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux, c'est-à-dire que ce soit un AVC ischémique qui va donner des images de troubles d'irrigation, les AVC hémorragiques également vont créer des troubles d'irrigation, donc ça veut dire que peuvent être à l'origine des ischémies. De la même façon que l'ischémie peut se transformer en hémorragie, donc on peut avoir des lésions ischémiques avec des transformations hémorragiques. Ça peut faire l'objet d'un autre exposé, mais je crois que avec l'exposé de ce matin, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer avec des images à l'appui pour vous permettre en pratique de pouvoir satisfaire aux inquiétudes ou satisfaire totalement vous satisfaire totalement. Et vous m'avez posé la question de savoir la TDM et l'IRM. Je vous avais dit, la TDM, oui, elle est disponible, elle est plus accessible, mais c'est qu'il y a beaucoup de lésions qui peuvent passer inaperçues. Et quand ces lésions sont inaperçues, nous risquons de dire que le malade n'a pas d'atteinte cérébrale, alors qu'il y en a déjà. L'élément ou la technique qui nous permet de dire que l'hypertension artérielle n'est pas accompagnée ou n'est pas associée à une atteinte cérébrale, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Les angiopathies amyloïdes, oui, ces angiopathies amyloïdes sont décrites. Elles peuvent être à l'origine des micro-saignements. Mais ces micro-saignements ne siègent pas vraiment au niveau des noyaux centraux, c'est-à-dire au niveau de la base du crâne, mais ces micro-saignements siègent beaucoup plus au niveau des lobes, c'est-à-dire un peu en périphérie. Donc, les images en hyposignal D2, ponctuellement que j'ai montré, sont beaucoup plus localisées en périphérie plutôt qu'au niveau des centres. Voilà quelques réponses que je peux donner aux inquiétudes des participants. Merci. Merci infiniment, professeur, pour vos réponses. Nous allons à présent passer la parole au docteur Ali Traoré. Bonjour, docteur. Nous espérons que vous allez bien. Vous avez la parole. Okay. Merci, docteur. Nous vous remercions infiniment et nous remercions notre cher maître professeur pour sa brillante présentation. Moi, ma question est qu'un patient que vous avez reçu avec une tension artérielle au grade 3, la pression artérielle systolique supérieure à 180, diastolique à 125, supérieure ou égale à 125, et vous demandez un IRM cérébral, le malade n'arrive pas à réaliser l'IRM cérébral. Est-ce que avec ce cas précis, et vous faites un ECG, électrocardiogramme, vous trouvez que les signes de nécrose qui sont là, antérieurs qui sont là, est-ce que le traitement adapté, on peut mettre à ce traitement l'antihypertenseur associé à un anti-agrégant plaquettaire sur ce patient sans la réalisation des scanners, on ne sait pas, est-ce que l'intéressé à faire déjà, comme vous l'avez votre présentation, avec l'IRM, qui va nous montrer s'il y a des lésions hémorragiques ou bien ischémiques, on ne sait pas ni rien de tout ça là. Est-ce que ce traitement-là est adapté? Le traitement-là est adapté. Et en plus, un patient que nous recevons avec une tension artérielle élevée, supérieure grade 3, est-ce que c'est systématique de mettre un anti-agrégant plaquettaire sans que vous réalisiez les électrocardiogrammes? Merci. Et à signaler que moi, je suis néphrologue. Vous avez dit souvent, vous dites que l'hypertension artérielle, c'est les neurologues et les cardiologues. Et pourquoi pas les néphrologues? Je pense, si je ne m'abuse pas, c'est maître, en fait, l'hypertension artérielle, c'est aussi, les néphrologues aussi sont associés par rapport à la prise en charge. Nous pensons. Merci, cher maître. C'était ma question. Merci, docteur Ali, pour vos interventions. Professeur, dans la discussion, nous avons docteur Akapo. Je vous remercie d'abord pour cette magnifique présentation.
Et voudrais savoir comment vous faites la différence entre les hypersignaux flaires périventriculaires de l'HTA et la réabsorption active dans les hydrocéphalies à pression normale. Ensuite, nous avons Dr Chris Borrell, qui vous remercie également pour la présentation et voudrait savoir comment formuler la conclusion d'une IRM cérébrale pour attirer l'attention du neurologue lorsque l'IRM a mis en évidence des lacunes punctiformes, ischémiques ou hémorragiques, témoignant d'un risque élevé de faire un AVC chez le patient. Ensuite, nous avons Dr Herman qui voudrait savoir, son inquiétude va envers les malades qui n'ont pas les moyens pour faire l'IRM dans leur localité. Et doit-on se contenter juste du scanner ou bien il y a des démarches que vous pouvez nous mettre à jour par rapport à cela? Professeur, si vous le permettez, je pense que nous pouvons répondre à ce lot de questions. Merci, madame. Merci, madame, pour m'avoir encore donné la parole. Je pense que le débat tourne toujours autour de mon introduction. Mon introduction, je ne me suis pas fait comprendre et ça, je pense que la prochaine fois, je vais améliorer cette introduction. La première question, vous avez un patient qui est hypertendu et qui ne dispose pas de moyens avec des chiffres très élevés et on se demande s'il faut mettre des antiagrégants plaquettaires ou pas. Je pense que par rapport à mon exposé, je ne suis pas en mesure de vous dire les indications des antiagrégants plaquettaires. Mais avec ma petite expérience, je pense que mettre les antiagrégants plaquettaires à un patient, on ne l'a pas fait vraiment du mal, mais vous pouvez en discuter avec votre cardiologue et discuter en équipe avec les autres pour savoir ce qu'il faut vraiment faire. Pour ne pas vous dire des bêtises, parce que je pense qu'il faut échanger avec les autres acteurs. Donc, dans mon introduction, j'avais dit que c'est des actions collectives qui doivent être prises. Donc, ceux qui ont suivi cet exposé, je prie qu'ils travaillent et qu'ils essaient de créer des petits groupes dans leur ville ou pourquoi pas dans leur capitale et peut-être sur le plan national pour pouvoir surveiller ou adapter le traitement en utilisant l'imagerie par résonance magnétique cas par cas, en sachant que le radiologue est un sociologue qui tient compte au fait du patient et qui tient compte de l'environnement. Je ne vais pas encore répéter ça, mais je pense que la même question m'est revenue en ce qui concerne la dernière question chez un patient qui n'a pas les moyens. Mon exposé n'a pas pour but de dire de rendre l'IRM systématique en cas d'hypertension artérielle. Mon exposé a pour but d'attirer l'attention de nous, les acteurs de la santé, que l'IRM peut participer à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Cette prise en charge peut se faire dans deux situations. Première situation, un patient qui n'a aucune atteinte cérébrale. Lorsque le patient n'a aucune atteinte cérébrale, l'IRM est proposé, bien sûr, dans une... Excusez-moi, professeur. Ok, c'est bon, docteur Ali, c'est bon. C'est bon, professeur, merci. Lorsque le patient n'a que des chiffres tensionnels élevés sans signe d'atteinte cérébrale, l'IRM peut lui être proposé, mais il faut tenir compte de notre contexte sociologique. C'est ça que j'ai dit. Donc, ça veut dire que si dans votre ville ou dans votre pays, vous pensez qu'il y a une politique nationale qui permet d'assurer la couverture ou de prendre en charge les patients et que cette IRM reviendra à 0 francs aux patients, je pense qu'il faut le refaire. Mais lorsque vous voyez que le patient ne pourra pas le faire et en lui prescrivant encore l'IRM, ça veut dire que vous augmentez son stress, vous aggravez par contre son hypertension artérielle. Donc, je dis généralement que nous ne sommes plus des sociologues. Donc, il faut qu'on évite de le faire. Donc, il faut discuter avec les autres et connaître votre patient. Deuxième situation, le patient a une atteinte neurologique. Lorsqu'il a une atteinte neurologique, qu'elle soit aiguë ou chronique, là, l'imagerie cérébrale s'impose. Et comme l'imagerie cérébrale s'impose, normalement, c'est l'IRM cérébral qui vous permet de dire si cette atteinte cérébrale a une relation avec l'hypertension artérielle ou pas. Mais si vous en disposez, vous comprenez qu'on peut utiliser le scanner cérébral comme un examen de débrouillage. Quand même, si l'examen revient normal, ça ne permet pas d'écarter une atteinte cérébrale liée à l'hypertension artérielle. Donc, dans les situations aiguës, tout le monde sait que
quand on est dans un tableau de suspicion d'accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, l'examen à réaliser dans nos milieux, en premier lieu, reste le scanner, la tomodensitométrie. Si vous pouvez proposer une thrombolyse au patient et vous disposez d'une IRM, bien sûr, vous pouvez la réaliser très rapidement et pouvoir savoir si la thrombolyse pourra être encore efficace. C'est ce que je peux donner comme réponse à la dernière question. En ce qui concerne comment faire le compte rendu et attirer l'attention du prescripteur sur l'origine des lacunes ou la relation entre les lacunes et l'hypertension artérielle. J'ai dit que nous avons un contexte clinique marqué par certaines caractéristiques de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est fréquente, c'est le sujet noir. Deuxième situation, cette hypertension artérielle est souvent associée à des complications. Troisième situation, cette hypertension artérielle est généralement sévère, c'est-à-dire que les chiffres sont très élevés. Si nous prenons ce contexte et nous avons un patient qui présente des lacunes, il faut attirer l'attention du prescripteur en ajoutant le terme de chercher une hypertension artérielle chronique. Parce que quand vous attirez son attention en lui disant que les lésions font penser à une hypertension artérielle chronique, le clinicien, le cardiologue ou le neurologue saura comment faire pour pouvoir prendre en charge ce patient. Donc, le mot hypertension artérielle chronique doit apparaître obligatoirement. Je vous conseille de le mettre dans votre compte rendu pour attirer l'attention du neurologue, du cardiologue ou du médecin généraliste dans la prise en charge. L'hydrocéphalie à pression normale ou hydrocéphalie anciennement appelée hydrocéphalie chronique de l'adulte, ce qu'il faut retenir de cette hydrocéphalie, ce n'est pas seulement les anomalies de la substance blanche, c'est que vous avez une dilatation du système ventriculaire. Le système ventriculaire est dilaté alors que les sillons de la corticalité paraissent encore normaux ou sont discrètement élargis. Donc déjà, quand vous avez un contraste entre cette dilatation du système ventriculaire et l'élargissement des sillons corticaux, vous pouvez en ce moment orienter vers une hydrocéphalie chronique de l'adulte. Maintenant, les zones en hypersignaux périphériques, vous allez constater que dans l'hypertension artérielle, je vous avais dit que les hypersignaux que j'ai décrits vont jusqu'à la substance blanche profonde. Quand elles sont confluentes, elles vont jusqu'à la substance blanche profonde, c'est-à-dire que vous remontez au-delà des centres semi-ovales, alors que si vous avez une hydrocéphalie à pression normale, vous aurez une prédominance en regard des cônes frontales et occipitales des ventricules latéraux et que vous aurez que ces hypersignaux qui ne montent pas au-dessus, généralement, des centres semi-ovales. Voilà quelques éléments d'orientation que je peux donner par rapport à cela. Je pense que dans cet exposé, je ne peux pas tout dire concernant l'imagerie iliaque cérébrale dans les hypersignaux qui peuvent être observés en cas d'atteinte cérébrale. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci infiniment, professeur, pour vos réponses. Nous allons poursuivre avec les questions dans la discussion avant de passer la parole à l'utilisateur de la marque Motorola. La première question dans la discussion vient du docteur Yaya qui voudrait savoir quelle est la périodicité du suivi d'un patient atteint d'hypertension artérielle par l'IRM. Ensuite, nous avons le docteur Koladé qui voudrait savoir patient diabétique type 2, chaleur Ben positif, une paralysie faciale est-ce l'IRM ou TDM? Bon, je pense que c'est beaucoup plus pour savoir comment identifier la paralysie faciale soit avec l'IRM ou la TDM. Ensuite, nous avons l'utilisateur de la marque HP qui demande quelles sont les séquences d'IRM cérébrale que vous recommanderiez en priorité pour mieux détecter les micro-lésions liées à l'HTA, notamment les micro-hémorragies. Et est-ce que les séquences de perfusion ou diffusion apportent-elles une valeur ajoutée dans l'évaluation des atteintes cérébrales liées à l'hypertension artérielle? Ensuite, professeur, nous avons Dr Ousmane qui voudrait savoir quels sont les diagnostics à discuter devant les lésions punctiformes. Et il voudrait savoir aussi, est-ce que les lésions punctiformes périventriculaires ou juste parenchymenteuses
se focaliser que sur l'origine hypertensive. Et je pense que nous pouvons passer la parole à l'utilisateur de la marque Motorola. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Bien. Bonjour madame. Bonjour Je vais, monsieur. je vais bien. Moi, c'est le professeur agrégé Pissinaba Oh, Suleiman. d'accord, Je professeur. suis, Merci. je suis cardiologue. Je suis enseignant à l'université de Lomé. Alors, D'accord, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette exposition de mon maître, le professeur Sohaï. J'ai vu qu'on apprend beaucoup de choses par rapport à l'hypertension artérielle et puis l'imagerie cérébrale. Alors, je vais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse à notre collègue le néphrologue qui a soulevé certaines inquiétudes. Et puis, le deuxième aspect, c'est juste quelques témoignages par rapport à l'apport de l'IRM dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, par rapport à notre collègue le néphrologue, je crois que dans l'exposition du professeur Soraï, c'est bien clair, c'est l'hypertension, c'est un problème de santé publique. Alors, on ne va pas dire que uniquement c'est les cardiologues ou les neurologues qui prennent en charge de l'hypertension artérielle. C'est pour tout le monde, l'hypertension, c'est tout le monde normalement qui doit prendre en charge. En fait, c'est parce que parfois les gens ne comprennent pas assez bien. Ils disent, bon, quand c'est tension, il faut aller chez le cardiologue. Le cardiologue, normalement, doit intervenir quand il y a vraiment des complications. Sinon, même les généralistes, les infirmiers, tout le monde doit se mettre vraiment pour pouvoir prendre en charge l'hypertension artérielle et éviter les complications que nous voyons le plus souvent. Alors, par rapport à son inquiétude, c'est pour dire que si vous avez un patient qui a une hypertension artérielle grade 3, alors qu'il vient avec des complications cardiaques, notamment si vous avez des signes d'ischémie ou de nécrose, ce qui est évident, c'est que le patient a déjà des signes d'ischémie et de nécrose. Si au niveau cérébral, il n'y a pas de signes d'appel, on ne va pas dire qu'on va attendre l'IRM avant de pouvoir prendre en charge ces séquelles d'ischémie au niveau du myocarde. L'essentiel, c'est d'essayer de baisser un peu votre pression artérielle et de mettre vos antiagrégants. Ce qui est évident, c'est ce qu'on traite d'abord. L'autre élément, les micro-saignements et tout ça, qu'on devait peut-être rechercher au niveau de l'IRM, parce que le patient il est totalement asymptomatique, ne contre-indique pas au fait. L'essentiel, c'est vraiment de bien gérer l'hypertension artérielle et prendre en charge ces complications. Donc, ça ne contre-indique pas. Essayez de baisser un peu votre tension artérielle, mettez vos anti-agrégats et ne vous inquiétez pas par rapport à... Sauf s'il y a vraiment des signes d'appel neurologique où vous dites, est-ce que c'est un gros saignement? À ce moment, vous êtes obligé de faire de l'imagerie pour voir. Et ça, même si c'est ça, un scanner cérébral permet de voir tout de suite qu'il y a un gros saignement. Et donc, là, ça vous amène à ne pas tout de suite utiliser certains traitements qui vont aggraver l'hémorragie. Alors, deuxième élément, c'est quand il a dit que l'hypertension artérielle de grade 3, chez un patient qui a une hypertension artérielle de grade 3, est-ce qu'on peut mettre les antiagrégants sans l'IRM? Alors, je voudrais rappeler que l'hypertension artérielle en soi, uniquement, n'est pas une indication de mettre le traitement antiagrégant. On le voit souvent, les gens mettent le traitement anticoagulant à tous les hypertendus sans qu'il y ait vraiment de raison. Alors, s'il n'y a pas d'indication de mettre un traitement anti-agrégant plaquettaire, l'hypertension artérielle seule n'indique pas de mettre un patient sous traitement anti-agrégant plaquettaire. On met les anti-agrégants plaquettaires quand on a des signes de complications d'athérosclérose quelque part, une ischémie des membres inférieurs, voilà, un infarctus, une ischémie au niveau du myocarde, un accident vasculaire cérébral. Donc, l'anti-agrégant plaquettaire va venir maintenant faire le traitement et éviter le récidive. Mais une hypertension artérielle isolée n'est pas une indication vraiment de mettre un traitement anti-agrégant plaquettaire. Voilà. Maintenant, par rapport au cas que j'ai vécu, je crois que l'imagerie par résonance magnétique, parfois demandée pour certains symptômes neurologiques, peut permettre quand même de faire un diagnostic de l'hypertension artérielle. Je me souviens bien de cette patiente d'une quarantaine d'années qu'on a demandé une IRM cérébrale parce qu'elle se plaignait d'autres choses. Et c'est aussi l'intérêt, par exemple, que les radiologues quand même fassent une bonne interprétation et attirer notre attention. Et j'ai bien apprécié ce que le professeur Sonia a dit. Et donc, en interprétant l'IRM, le professeur Sonia avait trouvé qu'il y avait quand même des lésions qui montraient que cette patiente avait une hypertension qui évoluait de façon chronique depuis quelques années.
Mais la patiente ne se connaissait pas hypertendue et il a demandé à ce que le patient vienne en cardiologie nous voir. Effectivement, quand on a fait la patiente, on a pris la pression artérielle, c'était élevée. Elle n'était pas toujours convaincue. On lui a demandé une mesure ambulatoire de la pression artérielle et qui a vraiment confirmé que cette patiente elle a une hypertension artérielle qui n'est pas traitée. Et donc, ça nous a permis donc de faire l'éducation thérapeutique et de mettre cette patiente sous antihypertension. Deuxième cas, c'est que c'est un patient également et qui était hypertendu connu, qui est sous traitement et qui a fait une IRM cérébrale. Il avait les moyens, il a fait l'IRM cérébrale. Et également, dans l'interprétation de l'IRM, le professeur a souligné que c'était une hypertension artérielle qui n'était pas contrôlée. Et donc, de revenir voir le cardiologue pour qu'on puisse voir comment on peut optimiser le traitement. Effectivement, dans ce cas, également, on a fait la MAPA. Malgré que le patient était sous traitement anti-hypertension, on a constaté que son hypertension artérielle n'était pas contrôlée. Et donc, on a dû optimiser son traitement pour pouvoir contrôler l'hypertension artérielle. Alors, je dis que pour les patients qui ont peut-être qui ont des moyens, vraiment, peut-être qu'on ne doit pas hésiter à demander de temps en temps l'IRM pour voir un peu si vraiment il y a des signes et pouvoir optimiser le traitement, mais que peut-être ça ne doit pas être systématique à tout le monde. Et je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour votre intervention. Professeur Sondra, j'espère que nous pourrons répondre aux questions posées, s'il vous plaît, si vous le permettez. Oui, je vais vous demander d'abord de me rappeler la première question. Je n'avais pas bien noté ça, s'il vous plaît. D'accord, professeur. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons docteur, je pense qu'il y avait une question venant de docteur Akapu qui Oui. voudrait savoir comment faites-vous la différence entre les hypersignaux flares périventriculaires de l'hypertension artérielle et la réabsorption active dans les hydrocéphalies à pression normale. Non, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Il y a une autre qui a suivi. Ok. Comment vous... Ok. Un instant, professeur. Ok. Envers les... Comment chez un patient diabétique type 2, Charles-Ben positif, une paralysie faciale, est-ce l'IRM ou TDM? Et je pense qu'à ce niveau, monsieur Colladé voudrait savoir si est-ce avec une IRM ou un TDM, on pourra diagnostiquer la paralysie faciale chez un patient diabétique type 2. D'accord. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Pissinaba. Le professeur Pissinaba, c'est un cardiologue, c'est un expert et ensemble nous travaillons. Et il sait pourquoi je m'intéresse à l'hypertension artérielle. Il sait pourquoi je veux que nous travaillons en équipe, que ce soit les neurologues, que ce soit les cardiologues, que ce soit les internistes, les généralistes, les néphrologues, qu'on forme un bloc ensemble contre cette pathologie. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, personne ne viendra prendre ces responsabilités pour nous en Afrique. C'est nous, les acteurs de santé, et chacun d'entre nous doit s'y mettre. Merci vraiment pour la confiance et merci également pour la clarté de son intervention qui a permis à beaucoup de participants de mieux comprendre ce dont je parle. Je vais essayer encore de donner quelques réponses. Je vais répondre un peu aux questions concernant le diagnostic des hypersignaux punctiformes et également le rôle des autres séquences en imagerie par résonance magnétique. J'ai dit au début de mes propos qu'il ne s'agit pas d'un cours sur l'imagerie cérébrale par résonance magnétique, mais il s'agit d'un enseignement de santé publique sur l'hypertension artérielle et l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ça veut dire que je ne peux pas, en 45 minutes, faire un cours sur l'IRM cérébral. Ça, je vais vous tromper. Les hypersignaux, le diagnostic des hypersignaux de la substance blanche, ça, c'est un vaste chapitre et c'est des jours. Mais ce que je peux leur dire, c'est que nous, en Afrique, nous raisonnons d'abord par rapport à l'épidémiologie. Notre problème ici
en Afrique, surtout subsaharienne, ces hypersignaux de la substance blanche, ces hypersignaux de la substance blanche, qu'elle soit périventriculaire ou profonde, s'expliquent chez le sujet jeune dans 50 voire 75% des cas ou plus par l'hypertension artérielle. D'où mon exposé. Les autres cas qui sont moins de 25%, ça peut faire l'objet d'une autre présentation dans laquelle je vais clairement expliquer aux participants le diagnostic des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire ou de la substance blanche profonde. Et ensemble, on va pouvoir aboutir à cela. Ça, c'est beaucoup plus entre neurologues et radiologues. Mais aujourd'hui, je vais parler avec tous les acteurs de santé publique. Deuxièmement, c'est les séquences. L'utilisation des séquences également pour faire la part entre les lésions. Ça, je ne peux pas vous dire que les séquences de diffusion et les autres séquences n'ont pas leur utilité dans le diagnostic de ces hypersignaux, mais ce n'était pas ça l'objectif de mon enseignement. Donc, permettez que je n'y rentre pas parce que je ne veux pas, au fait, être ennuyé pour les autres participants. Donc, si les organisateurs le permettent, ils pourront organiser une séance purement radiologique dans laquelle nous allons faire le diagnostic des hypersignaux et nous allons en discuter. L'utilisation de l'IRM dans le diagnostic de la paralysie faciale chez le diabétique. Le diabétique de type 2 peut être, le diabète peut être isolé ou être associé à l'hypertension artérielle. Donc, vous comprenez que si c'est le diabète de façon isolée, on peut avoir des atteintes périphériques, comme on peut avoir des atteintes également centrales, surtout lorsque c'est accompagné de l'hypertension artérielle. Donc, dans les atteintes périphériques, vous comprenez qu'il faut vraiment chercher la localisation et c'est beaucoup plus le nerf facial qu'il faut explorer. Donc, c'est beaucoup plus IRM pour étudier le nerf facial et voir par rapport à ce nerf facial à quel niveau de ce nerf on a une atteinte. Ce n'est pas une IRM systématique comme ce dont je viens de parler. Mais lorsque vous pensez que c'est une hypertendue avec un diabète de type 2 et qu'il y a une paralysie faciale qui peut être en rapport avec une atteinte vasculaire, en ce moment, vous utilisez le protocole dont je viens de parler. Je pense que également, les séquences dont j'ai parlé essentiellement de deux séquences, de deux pondérations en séquence spin-écho. La pondération flair où nous avons la substance blanche qui sera noire et le liquide céphalorachidien va être noir, ce qui facilite de visualiser les lésions en hypersignal, c'est-à-dire que de la substance blanche, parce qu'il y aura un bon contraste, et la séquence T2 étoile, qui est une séquence de susceptibilité magnétique. Et sur cette séquence, c'est un spin écho, un écho de gradient, on peut observer les saignements, que ce soit un hématome ou les micro-saignements, sous forme de zone en hyposignal, sous forme de zone noire. Et selon leur topographie, on peut orienter vers leur origine hypertensive. Voilà ce que je pouvais dire, mais je veux que nous restons dans le cadre d'une action de santé publique plutôt que dans le cadre d'une action de radiologue. Parce que ce cours fait en radiologie, c'est un autre chapitre que je ferai, pas le même chapitre que je viens de présenter. Merci. Merci infiniment, professeur. Pour poursuivre avec les questions de la discussion, nous avons une première question qui est: est-ce que la prise en charge de l'hypertension artérielle par la pratique de l'IRM permet de protéger contre l'apparition de complications cardiaques et rénales? Ensuite, nous avons Dr Salomon qui dit: est-ce que pour un patient hypertendu sans signe neurologique, l'IRM réalisé peut le protéger? Et quelle est la périodicité du suivi de l'hypertension artérielle par l'IRM? Ensuite, nous avons Dr Abou qui voudrait savoir pourquoi vous avez eu à choisir les séquences T2 et FLAIR pour l'exposé, professeur. Mon but est de profiter de votre expertise. Si vous le permettez, professeur, nous pouvons répondre à ce lot de questions. Merci. Je vois que les questions, toujours les questions de diagnostic. C'est les séquences T2 FLAIR. Je vous ai expliqué tout à l'heure en disant que sur cette séquence, nous avons le liquide céphalorachidien qui se trouve dans le ventricule et qui se trouve dans les sillons, c'est-à-dire autour du cerveau. Ce liquide sera noir et la substance blanche également est noire. Or, nous cherchons des lésions qui sont blanches
vous comprenez très bien que c'est facile pour nous de détecter au fait ce qui est blanc dans le noir que de le chercher ailleurs. Donc, c'est ça pourquoi je pense que c'est la meilleure séquence pour dépister ces anomalies. La séquence T2 étoile, j'ai dit que c'est une séquence qui est une séquence de susceptibilité magnétique. Ça veut dire que c'est une séquence qui permet de détecter la présence du fer ou de calcium dans certaines structures. Et le saignement s'accompagne de l'hémosidérine, et l'hémosidérine contenant des cristaux de fer. Ça veut dire que ces cristaux de fer peuvent être matérialisés par des zones en hyposignal, c'est-à-dire des zones noires dans tout ce qui paraît blanc sur ces séquences. C'est ce pourquoi nous avons préféré qu'on utilise ces deux séquences pour pouvoir aller le plus vite et permettre à tout le monde de pouvoir comprendre ce que nous avons fait. La périodicité de réalisation ou de surveillance de l'hypertension artérielle. Je pense que quand on a un patient hypertendu, qu'on soit un médecin généraliste, qu'on soit un cardiologue ou qu'on soit néphrologue, la première des choses que nous faisons, nous disons que nous faisons, entre parenthèses, bilan HTA. Dans ce bilan HTA, on réalisait une radiographie du thorax. Je ne vais pas vous retourner la question, je vais vous demander à quelle séquence nous réalisons cette radiographie du thorax. Nous faisons une fonction rénale, une étude de la fonction rénale. À quelle séquence ou à quelle périodicité nous faisons l'étude de cette fonction rénale? Je comprenais bien que nous le faisons cas par cas et équipe par équipe. Donc, j'ai dit que nous devons travailler en santé publique, nous devons travailler de façon collective. Il faut qu'ensemble, nous prenions notre population et voir quel est le niveau de vie de nos populations, voir les moyens dont disposent nos patients et proposer dans notre groupe, c'est-à-dire dans notre ville, dans notre capitale ou dans notre pays, une façon de surveiller ces patients et voir si ou comment nous allons intégrer, si possible, l'IRM cérébral dans cette surveillance. Ça me permet de donner la réponse à la première question, c'est-à-dire que les atteintes cérébrales, lorsque nous allons visualiser les atteintes cérébrales, est-ce que ça permet de prévenir les atteintes des autres organes? J'avais dit dans mon introduction que les atteintes des autres organes sont déjà connues, c'est déjà décrit. Les atteintes liées au rein, ça c'est connu. On sait que les atteintes liées au rein peuvent être silencieuses. C'est bien connu et nous savons comment il faut le faire. Mais c'est le fait qu'il peut y avoir des atteintes cérébrales qui restent silencieuses et méconnues par beaucoup d'entre nous. C'est ça qui a fait que j'ai essayé de partager cette expérience avec vous, que vous sachiez qu'il faut avoir des atteintes cérébrales silencieuses, mais qui augmentent le risque ou qui peut, dans quelques moments, s'accompagner soit d'un AVC ischémique, soit d'un AVC hémorragique ou d'une atteinte neurologique qui va altérer la qualité de vie ou être à l'origine d'un décès dans les heures ou les jours qui suivent. Voilà ce que j'avais à donner. Donc, l'atteinte cérébrale ne va pas être, l'IRM cérébral ne doit pas nous amener à abandonner ce que nous avons l'habitude de faire. Voilà à peu près ce que j'avais à donner comme réponse aux questions qui m'ont été posées. Merci. Je tiens à vous réitérer mes sincères remerciements, professeur. Par la suite, nous avons Dr Seydou qui vous remercie d'abord pour votre présentation et voudrait savoir si on peut mettre un patient sous les anti-agrégats plaquettaires sans un bilan du laboratoire ou c'est de façon systématique. Et quels sont les examens qu'on peut demander? Ensuite, nous avons Dr Desouza qui notifie qu'il n'a pas pu suivre la présentation depuis le début, mais qu'il a l'impression que les images présentées sont celles de ce qu'on décrit classiquement comme leucopathie vasculaire. Et est-ce que c'est vraiment pareil? Sinon, comment faire la différence entre cette leucopathie et les lésions dues à l'hypertension artérielle? Enfin, nous prions l'utilisateur de la marque iPhone de bien vouloir fermer son micro. Merci. Enfin, nous avons Dr Serge qui vous remercie pour votre présentation, brillante présentation, et voudrait savoir comment l'IRM peut-elle aider à prédire le risque futur d'accident vasculaire cérébral chez un patient hypertendu. Professeur, si vous le permettez, je pense que pour répondre à ce lot de questions. Merci. Je commence par le dernier, la prévention du risque d'accident vasculaire cérébral. Je vous ai donné ce que j'ai trouvé dans la littérature parce que nous-mêmes, on n'a pas encore réalisé une étude localement pour savoir
le risque qui est associé. Mais dans la littérature, sachez que lorsque vous avez ces atteintes cérébrales, que ce soit des lacunes, que ce soit les hypersignaux périventriculaires en séquence flair, il faut savoir que le risque peut être multiplié par 2 ou par 3. Cela veut dire que il faut revoir la prise en charge de l'hypertension artérielle pour diminuer au fait ce risque. C'est la prise en charge de l'hypertension artérielle qui va diminuer le risque de survenue de cet accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Je dis bien, c'est la prise en charge de l'hypertension artérielle. La deuxième question, il s'agissait de savoir les images que nous avons vues. Il s'agit de l'image de leucopathie périventriculaire. Ça revient parce que c'est des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire. Comment diagnostiquer les hypersignaux de la substance blanche périventriculaire? J'ai dit que si Raymond peut organiser une autre séance purement pour les radiologues ou les neurologues, nous allons faire le diagnostic des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire pour permettre aux neurologues, aux radiologues de mieux nous comprendre. Parce que le thème de leucopathie périventriculaire, le thème de leucoaréose, ce sont des thèmes qui peuvent également être utilisés au cours de l'hypertension artérielle. J'ai expliqué les 3 mécanismes qui sont observés au cours de l'hypertension artérielle. Nous avons la démyélinisation, nous avons également ce que nous appelons les atteintes vasculaires et également c'est les lésions purement ischémiques, c'est-à-dire que le mélange de ces 3 groupes de lésions qui expliquent les lésions que nous observons. Donc, j'ai dit que si nous voulons un autre exposé sur les diagnostics des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire ou de la substance blanche profonde, on peut préparer un exposé là-dessus. Et l'utilisation des agrégats plaquettaires, l'utilisation des agrégats plaquettaires, je pense que le professeur Pessinaba est encore là. Ce n'est pas de mon domaine. Comme c'est l'utilisation des anti-agrégants plaquettaires dans certains pays, c'est un problème de santé publique. Les gens l'utilisent de façon comme si tout le monde pouvait se le prescrire, tout le monde pouvait se le procurer sans ordonnance. Je vais laisser, s'il est encore là, le professeur Pessinaba pour nous éclairer sur ce sujet. Voilà ce que je vous avais dit. Je dis, je vais rester dans le cadre de santé publique, c'est-à-dire une information généraliste pour tout le monde et permettre à tout le monde de changer sa façon de faire. Qu'on soit radiologue, qu'on soit clinicien ou qu'on soit paraclinicien, qu'on sache que l'IRM nous permet de savoir que l'hypertension est bien traitée, que non, cette hypertension peut se compliquer d'atteinte neurologique ou peut se compliquer d'un accident vasculaire cérébral. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci infiniment, professeur. Professeur Pessinaba, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Oui, je suis encore là. D'accord. Par rapport à l'utilisation des anti-agrégants plaquettaires, oui. Alors, il y a les indications bien précises. Hein. Alors, on ne l'utilise pas parce que, bon, c'est l'hypertension, il faut utiliser anti-agrégant. Non. Alors, les indications, c'est lorsqu'on a quand même des signes de complications, en tout cas, une atteinte d'athérosclérose sur un organe. Alors, pour utiliser les anti-agrégants plaquettaires, on n'a pas besoin de faire un bilan peu thérapeutique spécifique. Tout ce qu'on peut demander peut-être, c'est juste voir un peu le taux de plaquettes et puis le temps de saignement. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Si vous avez un patient qui fait un infarctus du myocarde, qui fait un AVC ischémique, vous n'allez pas attendre de faire ce bilan pour dire non, on va utiliser les anti-agrégants plaquettaires. Parce que la dose anti-agrégants plaquettaires, effectivement, c'est des petites doses, soit d'aspirine, soit d'autres types d'anti-agrégants plaquettaires. C'est juste que quand on utilise ces anti-agrégants, on peut quand même faire le suivi pour voir s'il n'y a pas un saignement derrière et tout ça. Sinon, il n'y a pas de façon obligatoire de faire un bilan pré-thérapeutique spécifique avant d'utiliser ces anti-agrégants plaquettaires. Voilà. C'est ce que je voulais donner comme réponse. D'accord, professeur. Et nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Professeur Sontraï, nous avons deux questions supplémentaires dans la discussion. La première nous vient de Monsieur Kotoso
qui dit, au-delà de l'hypertension artérielle, pensez-vous que l'IRM soit utile pour la détection précoce d'autres pathologies cérébrales, par exemple tumorales, dans une démarche de prévention en santé publique? Ensuite, nous avons Monsieur Michel, qui vous remercie pour votre présentation, il est étudiant en Master 2 radiologie, et dit, si l'IRM cérébral montre une charge microvasculaire importante, cela doit-il nous inciter à être plus prudents sur les objectifs de pression artérielle systolique, par exemple viser 120 mm de mercure au lieu de 130 mm de mercure? Je pense que nous pouvons répondre à ces deux questions, professeur. Merci, madame. Je vois que les gens ne veulent pas que je parte. Je vais reprendre rapidement en commençant par comment gérer les chiffres tensionnels. Je pense que je n'ai pas assez de compétences dans ce domaine. J'ai dit, nous allons travailler en équipe, et en équipe, c'est qu'il y a ceux qui maîtrisent l'hypertension artérielle, le traitement de l'hypertension artérielle, et ceux qui maîtrisent les complications associées à l'hypertension artérielle. Donc, je ne sais pas si le professeur Pessinaba est toujours là. Je suis obligé de partager cette question avec lui pour qu'il vienne à mon secours, pour que je ne dise pas de n'importe quoi, étant donné que nous sommes tous des acteurs de santé publique. Le docteur Kotoso voulait savoir si l'IRM peut être utilisé dans la prévention et la détection d'autres atteintes cérébrales de façon précoce. Je vais lui donner une réponse qui peut être discutée, mais aujourd'hui, une bonne IRM, je vais commencer par une bonne IRM cérébrale traduit presque à 100% l'absence d'atteinte cérébrale. Donc, ça veut dire que s'ils ont une tumeur cérébrale, si normalement l'IRM est bien faite et c'est une bonne IRM, je vous avais parlé de notion de champ, ça permet d'écarter l'existence d'une lésion cérébrale. Donc, les maladies précoces cérébrales peuvent aujourd'hui, avec d'autres séquences qu'on appelle les séquences fonctionnelles, pour pouvoir chercher ou même faire comme on le dit, des expériences sur la survenue de certaines maladies fonctionnelles cérébrales. Donc, je pense que l'IRM est aujourd'hui l'examen de choix en imagerie, en sachant bien sûr que nous avons la médecine nucléaire qui nous talonne et qui ne veut pas nous laisser, et qui peut également compléter ou parfois même prendre le devant. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux questions. Merci. Merci infiniment, professeur. Professeur Pissinaba, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, nous sommes toujours là. D'accord, professeur. C'est un exposé qui est intéressant. Donc, par rapport à la gestion de l'hypertension artérielle, effectivement, quand vous prenez les objectifs tensionnels pour contrôler l'hypertension artérielle, en fonction du type de complication de l'hypertension artérielle, c'est clair par rapport aux objectifs des chiffres tensionnels. Voilà. Si vous avez un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, alors les objectifs, ce n'est plus généralement une tension artérielle inférieure à 140 sur 90, mais c'est d'être plus bas que ça, c'est d'être vraiment inférieur à peu près à 130 sur 80 mm de mercure, sans toutefois descendre en bas de 70 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. C'est pour ça, parfois, chez les patients qui ont une hypertension artérielle avec un diabète et une néphropathie, généralement, chez ces patients, vous voyez, on dit d'être autour de 130, 180 mm de mercure, en bas de 130, 180 mm de mercure, au lieu d'être inférieur à 140, 90 mm de mercure, parce que c'est des patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, je veux dire par là que si un patient a une hypertension artérielle et que malgré que ses chiffres tensionnels soient autour de 130 et qu'il fait des complications, qu'il continue par faire des complications, notamment au niveau du cerveau, si on voit qu'à l'IRM, il y a encore des séquelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de baisser autour de 120, mais pas de diastolique inférieur à 70. Une diastolique entre 70 et 80 mm de mercure, ce serait une bonne chose pour ce patient.
D'accord, professeur. Merci infiniment pour votre apport. Professeur Songhai, nous avons une dernière préoccupation, si vous me le permettez, de Monsieur Mamadou Diané, qui vous remercie d'abord pour votre présentation et voudrait savoir sur le plan scan, quelles caractéristiques existent-elles Comment ça va? Ah, ça va. entre une D'accord. Je viens AVC voir. hémorragique et un Euh, hématome intracrânien post-traumatique. Ce serait la dernière question, si vous le permettez, professeur. Merci pour la question. Je vois que c'est un radiologue, certainement, qui se demande dans une situation où on vous amène un patient, il est tombé de sa propre hauteur. Et comme il est tombé de sa propre hauteur, on ne sait pas si c'est l'AVC qui a fait qu'il est tombé ou c'est le fait qu'il est tombé qui est à l'origine de l'hématome intraparenchymatique. Je vais lui dire que la situation est très difficile parce que compliquée à départager. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut faire un AVC hémorragique et suite à son AVC hémorragique, il tombe et réceptionne la chute sur la tête. Et on vous le présente comme un trauma crânien. Ce que je peux lui dire, c'est que en général, les lésions traumatiques sont rarement des lésions uniques. C'est des lésions qui sont multiples. Bien sûr, les AVC hémorragiques peuvent être également c'est-à-dire multifocaux, mais c'est exceptionnel. C'est tout ce que je peux lui dire. Mais lui dire que sur le plan scanographique, d'emblée, on peut dire que cet hématome est purement traumatique et celui-ci est purement d'origine vasculaire, ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. Voilà ce que j'avais donné comme réponse. D'accord, professeur. Professeur, permettez-moi de vous réitérer toute ma profonde gratitude pour la qualité de votre intervention, la richesse de vos éclairages et la clarté pédagogique dont vous avez fait preuve tout au long de cette phase. Je tiens également à remercier le professeur Pissinaba. Alors, nous n'avons plus de questions en attente ni de main levée. Donc, avant de vous présenter la procédure d'obtention de l'attestation de participation, permettez-moi de vous rappeler que REMA propose également des formations certifiantes dans plusieurs domaines stratégiques de la santé. Nous mettons à votre disposition un large catalogue de formations accréditées à l'international et reconnues en Afrique, en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Nos programmes couvrent notamment la santé numérique, la santé communautaire, la santé publique, l'épidémiologie, la santé sexuelle et reproductive, la gestion de projets et programmes de santé, le suivi évaluation, l'expertise en genre et en inclusion en santé, la nutrition et la diététique, la sexologie, la dictologie, le marketing digital en santé ainsi que la gestion d'officines de pharmacie. Le lien vers notre catalogue sera partagé tout à l'heure dans la discussion et je vous invite vivement à le consulter et à vous inscrire si une certification correspond à vos objectifs professionnels. Pour toute information complémentaire, l'équipe REMA reste entièrement disponible au plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner dans votre parcours de formation. Alors, concernant la procédure d'obtention de votre attestation de participation, il vous suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning, Learning comme apprentissage en anglais. Une fois connecté, renseignez dans la barre de recherche la thématique du jour, qui est HTA et ERM cérébral. Vous aurez alors accès à l'enregistrement du webinaire, au support de cours qui sera téléchargeable, bien évidemment, ainsi qu'au questionnaire d'évaluation. L'attestation vous sera délivrée sous réserve d'un score minimum de 60% de bonnes réponses au questionnaire. Et dès que les conditions requises seront remplies, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme.
Et je vous réitère que l'équipe REMA reste disponible au plus 229 01 96 50 81 30. Alors, professeur, s'il vous plaît, avant de conclure, quel serait, selon vous, le message essentiel à retenir de nos échanges de ce matin? Merci, madame. Je pense que c'est à moi de vous dire merci. Merci parce que cet échange m'a donné l'occasion de faire passer une information et cette information est une action de santé publique. Je souhaite que les participants à cette séance puissent s'organiser pour pouvoir mieux prendre l'hypertension artérielle. Que cette hypertension artérielle ne soit pas seulement un problème des cardiologues ou des internistes, que le problème de l'hypertension artérielle soit un problème de nous tous. Qu'on sache que même le radiologue, quand je dis même le radiologue, parce que avant beaucoup ne pensaient pas ou beaucoup ne savaient pas que le radiologue pouvait contribuer à changer le traitement de l'hypertension artérielle, que chacun d'entre nous participe à la prise en charge de cette affection. Ce n'est pas un symptôme, c'est une affection et cette affection peut se compliquer. Et les complications ne sont pas seulement l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique. Les neurologues vous diront qu'il y a les atteintes cérébrales qui sont même antiqués que c'est une forme d'accident vasculaire cérébraux. Voilà ce que j'avais à dire. Et je tiens encore à vous remercier et à remercier l'ensemble des participants pour l'intérêt porté à ce sujet. Le professeur Pessinava, un ami de tous les jours, un collaborateur et un frère à moi, merci infiniment d'être là à chaque moment pour me soutenir, surtout lorsque je prends la parole comme un acteur de santé. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à Raymond et vive Raymond. Merci infiniment, professeur, pour ce moment de partage d'une grande valeur scientifique et humaine. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des collègues et participants pour leur attention soutenue, leur engagement et la pertinence de leur contribution. À chacune et à chacun de vous, je vous souhaite une excellente continuation dans vos activités. Prenez soin de vous et souvenez-vous toujours de ceci. Vous pouvez tout perdre sauf vous-même. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et c'est avec une grande joie que je vous donne rendez-vous très bientôt le samedi 14 mars 2026 à 9h GMT pour un nouveau webinaire consacré aux troubles mixtionnels. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Merci.